Nous allons étudier maintenant un nouveau type de source matérielle, les monnaies. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est le nom du spécialiste qui étudie les monnaies anciennes. Il s'agit du numismate. La numismatique est donc la science étudiant les monnaies anciennes. Nous allons, durant ce chapitre, nous poser plusieurs questions. La première question est de savoir comment peut-on retrouver des monnaies anciennes, dans quel contexte. Il y a bien entendu le contexte archéologique, nous y reviendrons dans quelques diapositives, mais un autre exemple pour commencer, il s'agit du trésor monétaire de Thouin, un trésor qui date de l'époque gauloise. Alors, ce trésor a été découvert dans le Hainaut, plus précisément aux abords de la ville de Thouin, dans un petit bosquet. Et si vous voulez, c'est une découverte totalement fortuite. Ce trésor a été découvert par hasard. On sait qu'il a été déposé, qu'il a été caché, même enterré avant la guerre des Gaules, mais on n'en sait pas plus. Deuxième cas pour lequel on peut retrouver des monnaies, c'est lors de découvertes de sépultures. Les sépultures, c'est une thématique que vous connaissez déjà, mais nous allons voir de quelle manière les monnaies interviennent dans les sépultures. Vous avez deux photographies de découvertes archéologiques. À gauche, nous retrouvons deux anciennes pièces de monnaie qui semblent être posées directement sur les yeux du défunt. Pour la photographie de droite, on ne la voit pas très bien, mais croyez-moi sur parole, les archéologues ont découvert une pièce de monnaie sous, ou si vous préférez derrière, le crâne du défunt. Comment peut-on expliquer la présence de ces monnaies à ces endroits ? Eh bien, pour répondre à cette question, je dois vous parler d'une tradition funéraire ancienne qui s'appelle l'obol à charron ou l'obol à caron. J'en viens donc à ma deuxième question. Qu'est-ce que l'obol à caron ou l'obol à charron ? Vous avez une première peinture, une peinture du XIXe siècle qui fait référence à ce mythe ancien, un mythe que l'on peut associé à l'Antiquité et qui perdure durant l'époque médiévale. Vous voyez sur cette peinture, il y a un détail mis en évidence, un vieillard qui dirige une barque. Alors ce vieillard, c'est justement Caron ou Charon. Nous voyons autour de lui plusieurs individus drapés. Certains se situent dans la barque et d'autres, notamment à droite de la peinture, sont positionnés sur un espèce de rocher. Et certains personnages semblent résignés, semblent supplier Caron de les faire embarquer. Pourquoi ? Eh bien, peut-être aurons-nous la réponse en analysant cette autre peinture, une peinture plus ancienne, elle date du XVIe siècle, de la fin du Moyen-Âge et du début des temps modernes. Sur cette peinture, nous retrouvons une nouvelle fois Charon au milieu d'un fleuve. Ce fleuve, c'est un fleuve mythologique. On l'appelle le Styx, c'est le fleuve des enfers. Donc, ce paysage qui se présente sous vos yeux, c'est en fait une représentation des enfers. J'ouvre une parenthèse, vous voyez que cette représentation des enfers est assez différente de notre représentation actuelle. Ce qu'il faut savoir, durant l'Antiquité, c'est qu'il n'y avait pas de distinction entre le paradis et les enfers. Autrement dit, toutes les personnes qui venaient à décéder, elles descendaient, les âmes de ces personnes du moins, descendaient sous terre, descendaient aux enfers, qu'elles aient bien ou mal agi de leur vivant. Si nous regardons cette troisième peinture, nous pouvons peut-être encore mieux comprendre ce qui se joue justement autour de ce personnage, de ce Charon. Nous voyons sur ce détail une femme
qui semble indiquer à Charon qu'elle détient dans sa bouche une pièce de monnaie. Et l'on voit Charon tenter de prendre cette pièce. Je crois qu'avec ces différentes analyses, vous avez toutes les clés pour comprendre qui est Charon. Charon, c'est un personnage mythologique qui, dans la tradition antique, était chargé de faire traverser le fleuve des enfers, le Styx, aux âmes des défunts. Pour payer leur passage sur le Styx, les défunts devaient payer ce passage en donnant une pièce à Charon. C'est pour ça, dans la tradition antique, mais aussi dans la tradition mérovingienne, dans la tradition médiévale, qu'il n'est pas rare de retrouver des pièces de monnaie positionnées à proximité directe du corps du défunt. Je reviens sur la photographie de droite, car d'un point de vue archéologique et d'un point de vue belge, cette photographie est très intéressante. Je vous parle quelques instants de cette découverte archéologique. Vous avez en fait, sur cette diapositive, une photographie très intéressante. Cette photographie, elle nous montre une découverte qui a eu lieu il y a quelques années, approximativement 10 ans. Cette découverte, cette sépulture mérovingienne mise au jour par les archéologues à Gré-d'Oisseau. Gré-d'Oisseau, ça se situe à proximité de Wavre, dans le Brabant wallon. Cette sépulture, les archéologues l'ont dénommée la princesse mérovingienne, la princesse de Gré-d'Oisseau, si vous préférez. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, premièrement, vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé les vidéos annexes, les Mérovingiens, au début du Moyen-Âge, avaient l'habitude d'enterrer leurs défunts avec leurs vêtements et des objets ayant appartenu à ces défunts. Ici, nous voyons sur cette reconstitution signée Benoît Clarisse un guerrier qui est enterré avec son bouclier, une lance et le défunt est enterré également avec ses vêtements et quelques bijoux. Eh bien, notre dame de Gré-d'Oisseau, notre princesse de Gré-d'Oisseau, elle a été retrouvée avec une série très impressionnante de biens précieux, de bijoux. Nous allons essayer de les identifier. Et vous pouvez déjà voir, grâce à cette magnifique reconstitution, une nouvelle fois signée Benoît Clarisse, de la richesse des parures de ce personnage. Les archéologues ont ainsi retrouvé dans cette sépulture, eh bien, vous avez notamment différents colliers en pierre, vous avez des boucles d'oreilles en or, vous avez 3 pendentifs également en or et en pierres précieuses, vous avez une bague, certains parleront de chevalière, et vous avez aussi 2 éléments qui sont très intéressants parce que vous les avez déjà rencontrés dans ce cours, ce sont les fibules. Mais ici, ce sont des fibules mérovingiennes, donc elles sont assez différentes des fibules que nous avions rencontrées dans les tombes celtiques au début du cours. Question numéro 3 que nous pouvons nous poser, c'est de savoir pourquoi la découverte de monnaies anciennes est très importante pour les archéologues. Vous avez 2 documents qui se trouvent dans votre syllabus, ils sont reproduits sur cette diapositive, et si vous lisez attentivement ces documents, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, lorsqu'un archéologue découvre des pièces de monnaie sur un chantier de fouilles, il est assez satisfait, pour ne pas dire autre chose. En fait, la monnaie est toujours un élément de datation. Si on n'y retrouve pas de date, on peut par exemple retrouver l'effigie, le profil plutôt, d'un personnage politique célèbre. Ainsi, lorsqu'un archéologue trouve une pièce de monnaie dans une couche stratigraphique, cette découverte vraisemblablement va lui permettre de dater la couche stratigraphique et même parfois de la dater de manière très précise. Donc une découverte telle qu'une pièce de monnaie sur un chantier de fouilles, c'est excessivement apprécié des archéologues. Dernière question de cette présentation.
comment fabriquait-on jadis, durant l'Antiquité, durant le Moyen-Âge, les monnaies? Eh bien, pour répondre à cette question, vous avez un petit exercice, vous devez compléter un schéma qui se trouve dans le cours. En fait, ce que vous devez savoir pour pouvoir répondre à cette dernière question, c'est que jadis, lorsque l'on fabriquait une monnaie, on parlait de frapper ou de battre monnaie. Cette expression nous vient du mode de fabrication de la monnaie ancienne. Alors, nous allons essayer de compléter le schéma pour, justement, pouvoir mieux comprendre cette action de frapper ou de battre monnaie. Tout d'abord, je crois que c'est l'élément le plus facile à replacer. Vous avez la masse ou le maillet, si vous préférez. Ensuite, vous avez le flanc. Eh bien, le flanc, c'est cette petite pièce de métal qui va servir à accueillir les motifs. Si vous voulez, c'est le support de la pièce. Alors, comment cela fonctionnait-il? C'est assez simple. On prenait un petit bout de métal, vous pouviez avoir de l'argent, vous pouviez avoir un flanc en bronze par exemple, on le faisait légèrement chauffer pour le rendre, si je peux m'exprimer ainsi, un peu plus mou, un peu plus malléable, et ensuite on passait à la frappe, à l'aide notamment de la masse que nous venons de placer. Il nous reste encore 2 éléments à placer. Cette pièce de monnaie, qui n'est pas encore frappée, autrement dit le flanc, le frappeur, il va le positionner sur la pile. C'est le petit cylindre que vous voyez sur la photographie et sur le schéma. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait de jouer à pile ou face. Eh bien, cette expression, elle vient justement de ce terme, la pile, l'élément cylindrique sur lequel on va positionner le flanc avant de le frapper. Dernier mot à replacer, le trousseau. Le trousseau, c'est ce cylindre allongé que vous retrouvez dans la main du frappeur. Et quel élément, quel dessin est gravé sur le trousseau? Eh bien, il s'agit du motif que l'on appelle la face. C'est sur le trousseau que vous allez retrouver, par exemple, le profil d'un empereur, d'un roi, d'où je reviens à cette expression, pile ou face. Eh bien, la partie gravée que l'on appelle la pile, on la retrouve sur le cylindre qui s'appelle justement la pile. Et sur le trousseau, nous retrouvons la partie gravée de la pièce que l'on appelle la face.